enfin, je peux vous présenter le dernier gros fleuron de chez Renault qui n'est pas encore passé sur la chaîne. Après avoir présenté la R16, la R20, la Velsatis, la R25, dans les grandes berlines luxueuses, entre guillemets, assez récentes de Renault, il ne manquait plus qu'elle. Et en plus, aujourd'hui, je ne me moque pas de vous, chers atmophiles, parce que je vous présente une Safran V6 3 litres. Le moteur PRV, 170 chevaux. Là, je peux vous dire que ça va bombarder sévère. Et en plus, on a la joie d'avoir ce véhicule dans une configuration absolument sublime, puisque c'est une version Baccarat. Bon, une des particularités de ce modèle, c'est son moteur. Donc, on va le regarder dès maintenant. Vous avez vu ces sièges, au passage, magnifiques. Je trouve quelque chose. Et premium. Là, je peux vous dire le fleuron français de l'époque. Et puis là, ça va être beau encore. Très facile. Oh là là, bon alors, W1, le mythe français, enfin français. Donc c'est un moteur PRV. PRV qui veut dire Peugeot, Renault, Volvo. Ça remonte au début des années 70, ces constructeurs s'étaient mis d'accord pour faire un moteur qui envoie un petit peu et qui permettait aussi, dans un certain sens, de concurrencer les Italiens, parce qu'à l'époque les Italiens ils étaient quand même sacrément vénères, et les Allemands. Du coup, on a droit ici à un 3 litres, 170 chevaux, c'est vrai qu'aujourd'hui ça prête presque à sourire, mais dites-vous qu'à l'époque c'était quand même sacrément pertinent. Après, c'est pas une sportive en soi, c'est une routière. La voiture fait 1,6 tonne. Ça n'empêche pas d'avoir une consommation entre guillemets raisonnable pour un V6 à l'ancienne, en plus couplé à une boîte auto 4 vitesses. On pourrait craindre le pire, je pense à l'Alfa Romeo GT en V6 Busso par exemple qui fait un 13 litres vraiment en y allant très mollo. Ici, on est autour de 10 litres. C'est pas si mal que ça. La particularité de ce moteur, c'est qu'il se montre relativement fiable et ça fait plaisir. C'est même le critère essentiel quand on achète, surtout des voitures un petit peu technologiques, tout ça à l'ancienne. Ça fait toujours plaisir de savoir ça. Et sachez qu'il y a eu des versions encore plus puissantes. Déjà ensuite, sur les deuxième génération, en toute fin arrivera le V6 de 194 chevaux qu'on a vu par exemple sur la 406 coupé, mais également le fleuron ultime, la Safran V6 biturbo, 268 chevaux, préparé par nos amis allemands. Selon le propriétaire, c'est pas si fou que ça finalement, mais moi je dois vous avouer que clairement, j'adorerais en faire un essai, donc si jamais quelqu'un passe par là, ça serait avec un immense plaisir. Et regardez ce petit détail qui nous enchante tous les matins, cette lumière, ça c'est le luxe à la française. On sent vraiment qu'on est dans un intérieur très cossu. Et alors, moi, un des détails que j'adore... Attention, antivol électronique, démarrage impossible. C'est tellement drôle. Consultez le manuel d'entretien. C'est excellent. Aujourd'hui, on parle de Siri, on parle d'intelligence artificielle, mais en 95, on avait déjà un tableau de bord qui nous parlait et en français et qui nous racontait des choses intéressantes. On a bien sûr des airbags, ce qui n'était pas non plus hyper courant. Du coup, ça fait qu'il n'y a pas de boîte à gants. Ah là là, il y a juste ce mini vide-poche, il n'y a pas de boîte à gants. C'est vrai que c'est une période où soit on avait un airbag, soit on avait une boîte à gants. Bon, il y a vraiment des boutons partout. Donc, on va commencer par ce qui est le plus épuré. Là, on est vraiment sur du classique avec des températures d'huile, un compte-tours, compteur kilométrique, l'essence. Jusqu'ici, on n'est pas dépaysé. Par contre, pour la suite, bon, il n'y a pas encore de GPS ou quoi que ce soit. On a des aérateurs très sympas et qui font vraiment penser à ce qu'il y avait sur la gamme Renault de l'époque. Enfin, moi, ça me fait presque penser même à la Clio ou ce genre d'auto. C'était un peu comme ça. Une petite fantaisie comme ces aérateurs qui se lèvent. Il n'y avait pas d'écran GPS, mais des petits écrans, la radio, donc l'heure qui est à l'heure, la température extérieure, ça s'est bien refroidi. Ici, j'adore encore plus, donc climatisation automatique. Contrairement à ce qu'on trouve aujourd'hui, il y a des boutons, il n'y a pas besoin de passer par des multiples écrans insupportables. Le pare-brise, un bouton exprès pour le dégivrer. Pas besoin de chercher dans les réglages, hop, vous appuyez ici, l'hiver, et c'est bon. En dessous, regardez-moi ça. C'est une chaîne hi-fi, c'est n'importe quoi. Et puis ça, du coup, c'est un lecteur CD et cassette aussi. Et lecteur CD en 95, c'était vraiment le futur, quoi. Ce qui est bien, vous voyez, c'est que si vous trouvez l'autoradio disgracieux, ben voilà, on peut tout simplement le cacher.
La fameuse boîte automatique 4 rapports. Attention, ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur la route, hein. Je suis très curieux. D'ailleurs, c'est le premier PRV que j'essaye sur la chaîne. Là, vous voyez, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quand même exceptionnel. Et puis, on est assis, on est dans un confort dans cette voiture. C'est une première main. Un immense merci au propriétaire de m'avoir amené cette voiture aujourd'hui. Et en plus d'être derrière la caméra, vraiment un grand merci. On se sent vraiment bien dans cette Safran. Et justement, contrairement à une Velsatis qui vraiment essayait un petit peu de casser les codes, que ce soit à l'extérieur mais même à l'intérieur, il y avait beaucoup d'originalité. Ici, c'est très bien fait, mais on peut pas dire qu'il y ait une énorme prise de risque. C'est un parti pris, mais là, on est clairement dans l'idée de concurrencer au maximum les premiums allemands. Il y a même une poignée pour s'accrocher. Ici, on a une ventilation aussi. Ça, j'aime bien. Ce genre de petits détails. Attention! Waouh! Magnifique! Alors, on peut ranger les cassettes, on peut ranger les CD et on peut ranger les pièces. Donc ça, c'est vraiment impeccable aussi. Le volant est assez classique finalement. Il n'est pas hyper épais, c'est assez étonnant même au niveau de la jante du volant, ça reste classique. Puis double airbag, des petites commandes au volant, c'est les prémices. Ici, on a aussi des commandes au volant pour la musique. Et puis le warning ici, pas mal. Et enfin, moi, vous savez, ce que j'adore tester, c'est ça. Ça va faire peur aux gens d'en face. Non. Ah non. Ah, alors l'ancienne, ah, pas mal. On le refait un coup parce qu'il est très drôle. Bon alors, le propriétaire me dit d'appuyer ici, on va voir. Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Cet habitacle, c'est vraiment un condensé du savoir-faire français dans les années 90. Notez d'ailleurs une qualité de fabrication vraiment très très bonne. Vous voyez ici, c'est moussé. Et puis, vous pouvez voir que tout est à sa place, rien n'a bougé. French Qualitat, c'est pas mal aussi. Je vais vous remettre rapidement dans le contexte. On va parler à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale parce que, de toute façon, la Seconde Guerre mondiale pour Renault, c'était un petit peu compliqué. Mais à ce moment-là, le constructeur va délaisser le marché du haut de gamme pour s'orienter vers les petites populaires. Et on va dire que ça va plutôt bien lui réussir parce que la 4 chevaux marchera très bien, la 4L, véritable monument. Malgré tout, Renault, de par son histoire, a toujours un petit peu envie de refaire du haut de gamme. Ça commence en 1951 avec la Renault Frégate, qui était une bonne voiture, à part au début c'était un petit peu compliqué. Malheureusement, ce ne sera pas très bien vendu. Il faut dire que dès 1955, elle sera rapidement éclipsée par une certaine Citroën DS qui mettra toute la concurrence du moment complètement en PLS. Mais c'est pas tout, Renault n'a pas dit son dernier mot puisqu'en 1965, il va dévoiler la Renault 16. C'est une auto vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir, un petit peu à la manière de Citroën finalement. Renault vraiment arrive à se démarquer de la concurrence et nous propose une auto très intelligente avec d'excellentes performances. Bref, c'est une auto très réussie, à tel point d'ailleurs qu'elle se sera vendue à plus de 1 800 000 exemplaires et mettra même plus de 500 000 exemplaires d'avance à une certaine Citroën DS. Pour succéder à cette Renault 16, Renault va mettre les petits plats dans les grands avec pas une voiture mais deux voitures, la Renault 20 et la Renault 30. Dans l'idée, ça se passe pas trop mal. En fait, Renault a repompé entre guillemets l'idée de Citroën qui avait fait une gamme séparée entre l'ID et la DS. Donc eux, il y a la Renault 20 qui est plus accessible et la Renault 30 un petit peu plus prestigieuse, dotée notamment de moteurs plus nobles qui lui garantissent son statut de haut de gamme. Un peu plus de 700 000 exemplaires vendus dans le monde tout de même, c'est pas mal, mais on perd plus d'1 million comparé à la Renault 16. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer plutôt de faire quelque chose de plus classique, à la manière de ce qui se fait outre-Rhin, et ça marche vraiment bien. Et c'est là qu'arrivera la Renault 25. Donc cette 25, c'est une excellente voiture. Pour le coup, on perd un petit peu l'originalité des Renault précédentes pour se focaliser vraiment sur la qualité. Les moteurs sont très bons, la voiture est très sympa, même esthétiquement, notamment en phase 2. Mais c'est vrai que c'est une voiture, même encore aujourd'hui, on se dit, quand on monte dedans, elle a bien vieilli quoi. Cette 25, elle se sera pas mal vendue avec plus de 780 000 exemplaires. Il faut savoir que plus le temps passe, plus c'est compliqué de vendre des grandes routières, notamment des françaises. Donc franchement, 780 000 exemplaires au début des années 90, lors de la fin de sa production, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que Renault va un petit peu capitaliser sur ce succès et nous proposer à partir de 1992 cette Safran qui, dans un premier temps, pâtira presque un petit peu de son design très classique parce que, aux yeux du grand public, on pouvait presque croire que c'était plutôt une Renault 25 phase 3, alors que non, c'est bien évidemment une véritable nouvelle version. C'est encore plus flagrant à l'avant, c'est vrai que ces phares avant ne changent pas tant que ça niveau design comparé à une R25, malgré tout. Bon, les amateurs d'automobile, ils le savent forcément que c'est une nouvelle voiture, je vous parle vraiment aux yeux du grand public. Où c'est une époque où c'était vraiment bien aussi d'avoir de grands changements. Citroën l'avait plutôt bien compris par exemple en passant de la DS à la CX, de la CX à la XM. Les voitures à chaque fois elles se ressemblent pas du tout. Là c'est plus une stratégie presque à la Volkswagen quoi.
Et ça, déjà, vous savez que c'est pas terrible. Ici, c'est une version sportive, forcément. Donc, on la voit avec cette aération là, parce qu'il faut le laisser respirer un peu ce gros moteur PRV. Vous allez peut-être pas me croire, mais sachez qu'en 1992, cette auto a été élue plus belle voiture au niveau design. Donc ça c'est quand même pas mal et c'est une époque assez bénie parce qu'en 93, la Xantia sera élue plus belle voiture. En 1994, ça sera la Laguna de première génération. Alors des fois, moi je comprends pas. Et en 95, ça sera la 406. C'est vraiment une époque où les Françaises étaient considérées comme des reines de beauté. C'est peut-être un petit peu compliqué à se l'imaginer aujourd'hui, mais franchement, la décennie 90, les Français, ils étaient présents en termes de qualité, mais aussi en termes d'innovation et donc de design. Ce qui est marrant, c'est que cette voiture, vous pouvez croire qu'elle est très grande, c'est vrai qu'elle est balèze, elle est statutaire, mais finalement, ce modèle fait à peine 4,73 m, je dis à peine, ça reste très grand, mais quand on compare avec la plupart des voitures modernes, 4,73 m, une 508 actuelle est plus grande que celle-ci par exemple. Une Talisman qui était censée être pas véritablement un vrai haut de gamme, un peu entre une Laguna et une Velsatis, en gros, voilà pour schématiser. Une Talisman, c'est plus grand que ça aussi. Donc, on a une époque où les grandes voitures, les très grandes voitures, font autour de 4,70 m et c'était très bien comme ça. Parce que maintenant, ça fait plus de 5 m, c'est absolument n'importe quoi. Niveau design, franchement, moi, je suis pas non plus le plus emballé. L'avant, il ressemble beaucoup à une R25. Peut-être que je préfère la R25 en termes de design. Mais vous voyez, ce que j'apprécie pas trop, notamment, c'est cette partie arrière. Autant j'aime bien l'avant, entre guillemets, je le préfère à celui de la phase 2. Autant l'arrière, je préfère la phase 2 qui est plus moderne dans son look. En fait, ça me fait penser à la Laguna, mais ça devrait être l'inverse parce que ce modèle est sorti avant la Laguna. Mais comme la Laguna c'est plus vendu, vous avez compris l'idée. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est à une époque où avoir une voiture avec un V6 3 litres, on n'en fait pas des caisses, vous voyez, il n'y a même pas d'éléments complètement distinctifs comme aujourd'hui où on va acheter une BM 118i, on va croire que la voiture a fait 500 chevaux alors qu'en fait elle en fait 140 avec un 3 cylindres de piètre qualité. Moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu sleeper. Cette voiture a été donc élue plus belle voiture de 92 et elle a même été 3e à l'élection de la voiture de l'année 93, qui est pas si mal que ça. Malgré tout, elle se fera devancer par une certaine Nissan Micra. Première fois d'ailleurs qu'une japonaise gagnera le titre voiture de l'année, depuis ils en ont fait quelques-unes d'autres. Et donc cette stratégie de Renault de capitaliser un petit peu sur le succès de la R25, en vrai c'est pas un échec, mais c'est pas non plus une franche réussite parce qu'avec 310 000 exemplaires vendus à travers le monde, compte tenu de l'époque, si vous voulez, c'est pas mal. Elle mettra la feuille à la 605, de toute façon la pauvre 605 c'était assez compliqué. Mais par exemple une XM qui a connu aussi une carrière en demi-teinte, ce sera un petit peu plus vendu, 333 000 exemplaires pour la XM contre 310 000 pour ce modèle. Ça reste déjà bien mieux que les 64 000 Velsatis qui arriveront bien après. On va regarder le coffre parce que pourquoi on achète une grande berline routière? Pour faire de la route, mais aussi pour loger beaucoup de choses à l'intérieur. Wow. Moi, ce qui me fait plaisir, et ça aussi c'est la signature typique des Renault depuis la R16 sur les grandes berlines de cette époque, c'est qu'on avait droit à un haillon. Et autant dans les années 90, ça commence un petit peu à devenir, pas une norme, mais voilà, ça se voit de plus en plus, autant en 65 c'était vraiment hyper original. Excusez-moi, donc c'est une version Baccarat, donc forcément là on peut mettre, c'est un range costume. Attention. Bon. Voilà, magnifique. Non mais regardez quand même, c'est trop drôle. Et donc là, vous avez encore un beau vendeur de fringues. Hein. On a des rangements là-dedans. Par contre, maximum 8 kg. C'est bon à savoir. C'est vraiment le genre de détail hyper drôle sur cette voiture. D'ailleurs, notez la profondeur du coffre. Alors, il n'est pas hyper large. Par contre, en termes de longueur, c'est vraiment pas... Mais qu'est-ce que je fais? C'est les aléas du direct aussi. Hein. Est-ce que vous vous régalez à voir ça? Et ça, dites-vous que ça a dû jamais servir. Donc, le coffre est vraiment très vaste, hein, 455 litres. Et puis, seuil de chargement très bas, un haillon. Bref, en plus d'être grand, il est pratique. Donc, c'est très cool. Je me permets de m'asseoir. Hein. Et vous voyez... Wow. Là, on est dans les années 90, messieurs, dames. J'adore. On le referme minutieusement. J'ai vraiment peur de péter un truc là-dessus. Ici aussi, vous le voyez peut-être pas, mais on a le petit rideau de protection pour que les passagers ne prennent pas trop d'UV, on sait jamais. Hein, parce que ça, c'est vraiment une voiture présidentielle. D'ailleurs, les places arrière, vous savez quoi? On va les essayer maintenant. Alors, déjà, premier truc, Safran. Et ça, Baccarat, la revue officielle de l'époque, quoi. On va se le lire. Alors déjà, on va s'installer. Ah. Je vais fermer, voilà. Donc là, on n'entend plus de son. On a juste envie de kiffer.
Les sièges sont très agréables. Donc tout est en cuir ici. Tout est en cuir, c'est fou. Moi, je suis pas hyper fan de cuir. Moi, si je devais choisir, ce serait plus du velours Alcantara que j'adore. Mais quand même, force est d'admettre que c'est fou. C'est fou parce qu'on a du cuir ici, on a du cuir ici, on a du cuir ici, on a du cuir ici. Vraiment, ça, c'est très sympa. On a un petit peu de lecture, vous voyez. On va se le regarder vite fait. Bon, vite fait, hein. Élégance, harmonie. Ça, c'est le luxe, hein. Encore harmonie, sensualité. Waouh, c'est beau, hein. Émotion, sécurité, les airbags, magnifiques. Double airbag en série. Aujourd'hui, ça prête un petit peu à rire, hein, mais voilà. La transmission intégrale. Et donc là, c'est les premières générations. Et vous voyez, ce que je disais, c'est que les versions sportives ont saute face avant, comme on l'a vu sur celle-ci. Et les versions classiques, vous voyez, c'est plus une calandre plus remplie. Que sympa aussi, j'aime bien. Et donc cet arrière, personnalité, c'est la France forte, quoi. En parlant de France forte ou quoi que ce soit, c'était aussi bien évidemment une voiture présidentielle, Mitterrand, Chirac. Mais cette voiture également, on la retient dans 2 films notamment cultes des années 90, je pense à La Cité de la Peur. Également Les Visiteurs, bien sûr, la voiture des Montmirail, c'est bien évidemment une Safran. Vous aussi, vous avez eu la foudre! Attendez, regardez le toit de la voiture, on dirait un chou-fleur. Allez. Et là ça rigole pas, hein, mes amis. C'est parti. Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est l'insonorisation. Les suspensions aussi ont l'air vraiment géniales. Je disais en parlant de suspension, un petit peu à l'image de ce qui se fait chez Citroën, sur les Citroën, les vrais. En fait, il y a un bouton qui est ici, qui permet un petit peu de surélever l'automobile. Donc vraiment en mode Citroën. Ça, j'étais pas du tout au courant. D'ailleurs, les autres boutons, là au-dessus, ça va être le bouton pour nous mettre en sport. Donc ça aussi, c'est marrant. Et ici, qu'on retrouve sur le volant, c'est le régulateur de vitesse. Autre petite anecdote que je ne vous ai pas montré tout à l'heure et que je trouve génial, et même ça on peut le cacher, je trouve ça trop mignon. Et en fait, de nuit c'est rétroéclairé et le petit bip, c'est l'interrupteur que vous entendez lorsque l'on allume ou donc on éteint ces petits boutons. Vous l'avez vu, j'ai directement mes repères. La boîte, on va y aller mollo, hein. C'est quand même une mamie. De toute façon, une Safran, ça se conduit comme ça. Vous voyez, moi, je me mets directement coude à la portière et l'autre coude comme ça. C'est d'un confort. On a souvent tendance à dire que les Citroën, c'est les voitures les plus confortables. Mais moi, j'ai connu beaucoup de Renault qui leur tiennent la dragée haute, hein. Notamment ces Renault d'époque, là. Oh là là, on est vraiment bien. Oh là, la boîte a fait un petit à-coup. On va pouvoir tester les freins tranquillou. Vraiment, c'est une voiture, on n'a pas envie de la conduire comme un fou de toute façon. Il fait un petit peu chaud, peut-être qu'on peut allumer la clim. Peut-être un peu baisser l'intensité. Allez, attention, vous allez voir un peu ce que c'est une Safran V6 quand même. Oh putain, ah oui. Ah oui. Et puis ça bouge pas, hein. Waouh. Ah ouais, putain. Après, on sent quand même la voiture est un minimum lourde, donc ça fait un peu peur, surtout que le freinage, ça reste un freinage de voiture des années 90, donc c'est pas aussi mordant qu'actuellement. Mais le petit bruit là du V6 qui se réveille, c'est très agréable. Elle est très coupleuse, elle est très onctueuse. C'est ça qui est bien aussi avec les V6. Bon, malheureusement, la consommation, souvent, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est fou, c'est que cette voiture donc, a pratiquement 30 ans, mais les sensations de conduite, je dirais même qu'elles sont mieux qu'une voiture actuelle, mais on a nos marques directes comme dans une voiture récente, c'est fou quoi. Et en plus il y a tout l'équipement, je vous dis, il y a même un régulateur de vitesse, on a la synthèse vocale, on a la clim auto. Elle fait pas de grands à-coups là, parce qu'on est souvent très dur avec notamment les boîtes auto, notamment françaises des années 90, années 2000. En plus je trouve que ça va bien quand même avec le caractère du véhicule qui dans tous les cas n'est pas une sportive. Là on va tourner, on va suivre notre ami le Tucson, qui est un des rares SUV que j'apprécie d'ailleurs. Alors attention, maintenant on va tester le mode sport. La voiture est plus raide, mais du coup il y a quand même un meilleur feeling. Ça secoue plus pour le coup. Ah oui, c'est vrai qu'on le sent quand même. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien les voitures un peu fermes. Attention. Ah ouais, on se retrouve dans la pantoufle quoi. Mais c'est une super pantoufle. La voiture a vraiment 2 visages. C'est-à-dire qu'en mode sport, c'est un châssis allemand quoi, presque. Assez rigide. Par contre là on est sur une Citroën. C'est un salon roulant cette voiture, il n'y a pas grand chose à dire. Et je trouve qu'elle est étonnamment actuelle dans ses prestations. Bon du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter une Safran ? Oui, je vous conseille d'acheter une Safran. Pourquoi je vous la conseille ?
Déjà, je trouve que son rapport qualité-prix-prestation est vraiment très avantageux. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a droit à de multiples motorisations pour tous les goûts. Donc on a des 4 cylindres, on a des 5 cylindres, on a des V6, on a des V6 biturbo et on a droit à des moteurs diesel qui perdent en noblesse ce qu'ils gagnent peut-être en robustesse supplémentaire et aussi en consommation moindre. Il n'y a pas forcément de moteur que je vais complètement vous déconseiller. Ça dépendra de votre budget, de votre utilisation aussi, ce que vous comptez en faire. Si vous souhaitez être plus dans une optique collection, forcément on va partir sur du 5 cylindres essence ou du V6 ou du V6 biturbo. Bon, bien sûr, entre une V6 et une V6 biturbo, le prix sera largement plus élevé pour la V6 biturbo. Le propriétaire qui en a une me dit que c'est pas si fou que ça. Malgré tout, moi je trouve que pour le prix, vers 15 000 €, on en trouve quand même sur le bon coin une voiture qui a été fabriquée autour de 800 exemplaires, qui est proche de 300 chevaux. C'est vraiment quand même une voiture assez atypique dans notre monde automobile. En plus, c'est une voiture française. Moi, je trouve que c'est potentiellement pertinent. Mais les V6 aussi, entre 5 et 7 000, vous allez trouver vraiment une belle version. Compte tenu des prestations du véhicule, moi je trouve que c'est plutôt un bon achat. Surtout quand on compare avec certaines voitures de la même époque qui sont complètement surcotées. C'est plutôt pas mal. Après, en termes de fiabilité, les moteurs sont solides. Comme c'était le fleuron, c'est un petit peu à l'image de beaucoup de haut de gamme de cette époque-là. Ils ont tenté des petits trucs, donc l'électronique ne sera pas forcément sa plus grande qualité. Malgré tout, c'est un petit peu le jeu aussi lorsqu'on achète ce genre de véhicule. Comme le disait Alain Chabat, une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Et oui, c'était vraiment une excellente voiture. On le voit, en fait, Renault, c'est une époque où ils en ont eu marre de faire des voitures compliquées, soit niveau fiabilité, enfin il y avait toujours un petit souci. À partir de la Renault 19 notamment, vraiment le but a été de monter en qualité perçue et celle-ci c'en est un des symboles les plus parlants. C'est vraiment une très belle auto, très bien construite, d'une qualité juste folle, très agréable à mener. Le symbole aussi d'un Renault conquérant de la fin des années 90. Peut-être un peu trop classique à mon goût, moi je préfère le Renault un peu foufou du début des années 2000, mais c'est un autre délire. J'ai pas forcément de points faibles, vous savez, moi j'aime bien dire les qualités et les défauts. Là, mis à part la consommation, voilà ce genre de choses, l'entretien qui sera un petit peu élevé, mais c'est logique en fait. Cette voiture, elle est hyper qualitative. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo, mes chers atmophiles. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, car vraiment c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire depuis l'espace des commentaires quelle est votre Renault grande routière favorite. Moi je pense que c'est la belle Satis, c'est terrible. Malgré tout, le plus important c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao. Con ou quoi? Comment ça s'ouvre?